The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la plasticité générale dans SIA Ingénieur. Je m'appelle Tarek Shaiban et je suis ingénieur au support technique chez SIA. Donc, avant de commencer le webinaire, juste quelques explications sur son déroulement. Le micro des participants sera coupé pendant la présentation, mais bien sûr, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre des questions pour poser vos questions lors de la présentation et je pourrai essayer d'y répondre à la fin de la présentation. Et ce webinaire sera enregistré et publié sur la chaîne YouTube de SIA et également sur notre site internet sia.net. Donc pour aujourd'hui, nous allons d'abord faire une petite introduction sur la plasticité d'une manière générale. Nous allons aborder les critères de plasticité et dans SIA Engineer, nous avons implémenté 4 critères différents. Von Mises, Tresca, Morcoulon et Drucker-Prager. Et nous allons aussi parler des modèles d'éléments finis, comment on va donc adapter ce calcul d'éléments finis aux critères de plasticité. Et ensuite, on va passer à la partie pratique. On va parler de comment la plasticité est implémentée dans SIA Engineer et on va montrer quelques exemples pratiques directement dans le logiciel. Donc, commençons par la petite introduction. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans SIA Engineer, la plasticité est applicable à tout type de surface, que ce soit donc des éléments plaques, voiles ou coques. Mais pour l'instant, dans la version actuelle, les éléments barres ne sont pas encore supportés. Donc, si on a des éléments barres dans le projet, un message apparaîtra lors du calcul indiquant que la plasticité sera négligée, mais elle sera bien sûr prise en compte pour les éléments 2D. Et bien sûr, cette fonctionnalité est une non-linéarité de matériaux. Donc, il faut lancer un calcul non linéaire pour la prendre en compte. Et cette non-linéarité peut être combinée avec d'autres non-linéarités. Je vois que on m'entend pas. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer? Je viens de voir un message comme quoi on m'entendait pas. Euh, ok, merci pour la confirmation. Je pense que c'était juste au moment du lancement du webinaire, j'avais pas commencé à parler tout de suite. Et donc, ce que je disais, c'est que par rapport à cette non-linéarité-là, elle peut également, bien sûr, être combinée avec d'autres types de non-linéarité dans le projet. Mais il y a une particularité, c'est que pour un élément surfacique, on peut appliquer qu'une seule non-linéarité. Donc, par exemple, si on a appliqué un matériau plastique à un élément 2D et qu'on a appliqué le comportement en compression seule, le comportement plastique est pris en compte uniquement et la compression seule ne sera pas prise en compte. Alors que si on associe la plasticité à un élément défini comme étant une membrane, cette fois-ci, la plasticité sera ignorée et la surface sera considérée comme élément membrane élastique. Donc, on va maintenant parler de la partie théorique de la plasticité en elle-même. Donc, comme mentionné tout à l'heure, nous avons 4 types de critères. Le premier dont je vais vous parler, c'est le critère de von Mises, qui est le critère le plus couramment utilisé. Et donc, pour ce critère-là, il est surtout bien adapté aux éléments, plutôt donc aux matériaux ductiles, comme l'acier et l'aluminium. Ce critère prend en compte des critères en compression, traction et cisaillement pour donner un niveau de contrainte isotrope, donc le même dans toutes les directions. Il n'indique pas le type de sollicitation, donc il n'indique pas si on est en compression, traction ou cisaillement. Et bien sûr, avant la plastification, le matériau a un comportement élastique. Pour définir le critère de plasticité von Mises, on peut utiliser le terme contrainte de von Mises ou bien contrainte équivalente sigma E. Donc le matériau commence à se plastifier quand la valeur du sigma E atteint la limite élastique. Ici à droite, on peut voir que la représentation 3D de ce modèle de von Mises est une surface circulaire comme on le voit ici, et on a également une représentation du critère de Tresca dont je vais vous parler dans un instant. Et en bas de l'écran, on peut voir la formule de la contrainte de von Mises dans un environnement 3D, donc dans les 3 directions. Passons maintenant donc au critère de Tresca, qui est également connu sous le nom MSST ou le critère TG. Comme pour le critère de von Mises, il est adapté aux matériaux ductiles. Et comme on peut le voir sur l'image à droite,
Ce critère est représenté par un prisme à 6 côtés dont la longueur est infinie. Cela signifie que le matériau reste élastique lorsque les trois contraintes principales sont à peu près équivalentes. Donc c'est une pression hydrostatique, quelle que soit l'ampleur de la compression ou de l'étirement de l'élément. Cependant, lorsque l'une des contraintes principales devient plus petite ou plus grande que les autres, le matériau est soumis à un cisaillement. Dans de telles situations, si la contrainte de cisaillement atteint la limite élastique, alors le matériau entre dans le domaine plastique. On peut également voir en bas de l'écran la formule représentant ce critère où SSY est la limite élastique en cisaillement, alors que SY est la limite élastique en traction. On a fini les deux premiers critères qui sont plus adaptés aux matériaux ductiles. On va parler maintenant du critère Drucker-Trager, qui est lui similaire au critère de von Mises, mais pour lequel il y a des dispositions spécifiques pour traiter les matériaux ayant des limites d'élasticité différentes en traction et en compression. Ce critère est le plus souvent utilisé pour le béton, qui est un matériau pour lequel aussi bien les contraintes normales que les contraintes de cisaillement peuvent déterminer la rupture. Et comme on peut le voir à l'image, ce critère est représenté par un cône régulier et sa formule est également présentée en bas de l'écran, où SYC et SYT sont les limites élastiques uniaxiales en compression et traction respectivement. Si les deux valeurs sont égales, la formule est réduite à la formule de von Mises, d'où l'équivalence entre les deux modèles. Et le dernier critère dont on va parler aujourd'hui, c'est le critère de Mohr-Coulomb, qui est lui similaire au critère de Tresca, mais qui a des spécificités pour les matériaux ayant des limites élastiques différentes en compression et en traction. Ce modèle est souvent utilisé pour modéliser le béton, le sol ou les matériaux granulaires. Et comme on peut le voir à l'image, ce critère est représenté par un prisme conique régulier et détermine l'angle d'inclinaison d'une surface conique. La formule est également présentée en bas de l'écran, où SYC et SYT à nouveau sont les limites élastiques uniaxiales en compression et traction respectivement. Et si les deux valeurs sont égales, la formule est réduite à la formule de Tresca. Donc, pour le côté un peu plus pratique, comment est-ce que le critère de von Mises va être implémenté dans CIENGINEER? Donc, en fait, le logiciel est bien sûr un logiciel de calcul qui utilise la méthode des éléments finis. Donc, la formule générale de contrainte de von Mises, qui est en 3D, sera d'abord calculée dans CIENGINEER sous la forme de contrainte principale, c'est-à-dire en utilisant sigma 1, sigma 2 et sigma 3. Ces contraintes principales seront recalculées ou reformulées en contraintes de plan principales. On obtient alors la formule de sigma E en fonction de sigma 1 et sigma 2, donc dans deux directions seulement. Et c'est cette formule qui sera utilisée dans CIENGINEER pour donner la valeur de la contrainte de von Mises. Et ici à droite, on peut voir une représentation de la courbe de contrainte de von Mises et de Tresca, mais dans un environnement 2D. Et en fait, comme CIENGINEER est un logiciel de calcul aux éléments finis, il est important de voir comment ceci est appliqué pour le calcul de la plasticité. Premièrement, un forage rotationnel est utilisé au niveau de chaque nœud et ceci permet d'avoir un chargement donc dans le plan qui sera repris. Cela signifie que l'élément a 6 degrés de liberté à chaque nœud et est donc compatible avec d'autres éléments comme d'autres poutres ou d'autres éléments surfaciques. Et dans la zone de l'élément, des points 2 par 2 en quadrature de Gauss sont utilisés. Dans le domaine mathématique de l'analyse numérique, les méthodes quadratiques sont des approximations de la valeur numérique de l'intégrale. La méthode de quadrature de Gauss est une méthode de quadrature exacte. Alors, chacun de ces points de quadrature Gauss est réalisé par 9 points de quadrature de Gauss-Labato sur toute l'épaisseur, de sorte que l'élément a 4 nœuds à 2 fois 2 fois 9, donc 36 points de quadrature au total, comme on peut le voir sur les images suivantes. Grâce à ces points de Gauss-Labato, l'élément peut gérer la flexion avec une grande précision. Dans chacun de ces points,
le modèle non linéaire est calculé indépendamment en utilisant la formule des contraintes vues précédemment en utilisant donc sigma 1 et sigma 2. Nous avons donc fini maintenant la partie théorique. Passons à l'implémentation de la plasticité générale dans SIA Engineer. Nous allons donc d'abord montrer comment activer cette fonctionnalité et comment bien définir les propriétés des matériaux avant de montrer quelques exemples live dans SIA Engineer. Donc, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'il faut avoir en fait le module SNS.02, qui est le module d'analyse non linéaire de matériaux avancés, pour qu'on puisse utiliser cette fonctionnalité dans CNG. Et bien sûr, si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus, vous pouvez contacter votre représentant commercial. Et comme mentionné avant, la plasticité est une propriété non linéaire du matériau. Il faut donc activer la fonctionnalité non-linéarité dans les paramètres du projet, et puis la sous-fonctionnalité plasticité générale, comme on peut le voir à l'image. Et bien sûr, il faudra lancer un calcul non linéaire avec des combinaisons non linéaires pour que ce soit réellement appliqué. Et avant de passer à la représentation de ces paramètres dans CIngénieur, ce qu'il faut également préciser, c'est qu'il ne suffit pas d'activer cette fonctionnalité pour prendre en compte le comportement plastique, il faut également modifier le comportement du matériau. Donc, avant de montrer comment le faire dans SIA, il est important de préciser les différents comportements précisés dans le recompte. Comme on peut le voir sur cette photo, on a 4 diagrammes. Le premier, le diagramme A, est le diagramme élastoplastique sans écrouissage. Ensuite, le diagramme B est le diagramme élastoplastique avec plateau nominal. Et puis, le diagramme C est l'élastoplastique avec écrouissage linéaire. Et enfin, le dernier diagramme est une vraie courbe à partir des résultats d'essai de traction. Mais dans SIA Engineer, on a implémenté les 3 premiers types, donc les diagrammes A, B et C. Et donc, pratiquement, dans SIA Engineer, tous les matériaux sont considérés comme étant élastiques par défaut. Il faut donc faire attention et appliquer le comportement plastique pour les matériaux souhaités. Et comme on peut le voir sur l'image suivante, il faut aller dans la bibliothèque des matériaux et ensuite dans la partie comportement pour l'analyse non linéaire. Et dans cet exemple, nous avons sélectionné un matériau acier S235. Nous avons choisi un comportement élastoplastique isotrope von Mises. Comme mentionné précédemment, vous pouvez également utiliser les 3 autres critères, Tresca, Morcollon ou Drucker-Prager. Et dans le paramètre d'introduction, nous pouvons choisir entre sans ou avec écrouissage. Et si on choisit le dernier, on peut bien sûr définir un module d'écrouissage, comme on peut le voir ici. Et bien sûr, la limite élastique peut être définie et elle est de 235 mégapascales par défaut pour l'acier S235. Et donc, je vais maintenant définir un peu plus en détail la différence entre la méthode ou le comportement sans écrouissage ou avec écrouissage. Pour le premier, en fait, la contrainte est limitée par HY, qui est la limite élastique, comme on peut le voir ici. Alors que si on choisit le comportement avec l'écrouissage, on va voir qu'on aura une pente supplémentaire ici, pour laquelle donc la valeur est de E sur 10 000, donc le module de Young divisé par 10 000 par défaut, mais bien sûr, cette valeur peut être modifiée manuellement, comme on l'a vu tout à l'heure dans les paramètres du matériel. Et une autre notion importante, c'est que, en fait, avec le modèle de von Mises, il n'y a pas de limite définie pour la valeur de déformation. C'est-à-dire que lorsque la contrainte réelle dépasse la contrainte maximale définie dans le diagramme, ce dernier est extrapolé à partir de la dernière branche définie en utilisant une tangente. Il faut donc vérifier les valeurs de contrainte et de déformation obtenues. Selon l'Eurocode, la valeur limite admissible est de 5% pour la déformation plastique. Donc, on va maintenant passer aux exemples en live dans SIA Engineer. Et le premier exemple va être un exemple où on va représenter 3 voiles qui sont identiques. Donc, vous voyez ici, on a pour ces 3 voiles-là les mêmes conditions limites, les mêmes appuis. Je peux les sélectionner et on peut les vérifier également à droite. Donc, vous pouvez voir ici les propriétés des appuis qui sont tous encastrés. On a également pour les 3 plaques ici la même épaisseur, donc 20 mm.
Mais ce qui va changer entre ces trois-là, ça va être le matériau. Donc pour le premier, on a utilisé du S235, pour le deuxième, du S275 et pour le troisième, du S350. Donc, afin d'appliquer la plasticité, il faut d'abord, bien sûr, dans les paramètres du projet, aller dans les fonctionnalités et activer les non-linéarités et puis la sous-fonctionnalité plasticité générale. Et comme mentionné précédemment, il faut aller vérifier les matériaux. Donc, dans notre cas ici, les trois matériaux sont par défaut élastiques, mais je suis allé dans le paramètre comportement du matériau et j'ai choisi ici élastoplastique von Mises. Vous voyez, on a également le choix de garder élastique ou bien les trois autres types de critères de plasticité sont également disponibles. Et pour ce projet-là, j'ai gardé un type d'introduction élastoplastique, donc sans écrouissage, mais comme vous voyez ici, je peux également choisir avec écrouissage si besoin. Et la limite élastique, c'est de 235 mégapascales pour le S235. Pour le S275, j'ai 275 mégapascales de limite élastique. Et pour le dernier matériau, le S355, la limite est de 355 mégapascales. Et donc, pour ce projet-là, j'ai également rajouté des sections pour qu'on puisse voir des résultats surfaciques et des résultats également sur les sections. Donc, pour ce projet-là, on a appliqué, bien sûr, un chargement identique. On peut le voir ici. Je peux faire agrandir la sélection. On voit qu'on a 242,9 kN par mètre carré partout. Et j'ai bien sûr créé une combinaison non linéaire, pardon, plutôt ici, combinaison non linéaire, qui est en fait juste le cas de charge appliqué multiplié par 1. Donc pour ce projet, le calcul linéaire et non linéaire avait déjà été fait. On voit ici qu'ils sont terminés. On peut donc tout de suite passer au menu résultats et on va aller d'abord voir les contraintes 2D qui sont disponibles ici dans le menu résultats. Je vais commencer par le cas de charge pour lequel le comportement va être bien sûr linéaire. Donc, je vais choisir la contrainte principale sigma E sur la face supérieure d'abord, sigma E+, et je vais cocher résultats standards et résultats dans les coupes pour qu'on puisse également bien sûr avoir les résultats dans les coupes. Je vais régénérer. Et là, on voit que les résultats sont identiques pour les trois plaques. Et c'est en fait quelque chose auquel on s'attendait parce que c'est un comportement élastique qui est utilisé pour l'instant avec le calcul linéaire. Donc, on a une contrainte maximale sur cette coupe-là de 426,2 mégapascales. Et sur la coupe intermédiaire, on a 190,4 mégapascales partout. Si maintenant je regarde le résultat du calcul non linéaire en choisissant la combinaison non linéaire NC1, en régénérant, on va voir maintenant que les contraintes ne sont plus les mêmes partout. Déjà, au niveau de la coupe intermédiaire, les contraintes sont différentes. Elles sont un peu plus grandes pour l'acier S235 que pour les autres. Et au niveau des contraintes sur le bord gauche, on voit maintenant qu'on va atteindre les limites élastiques. Donc, j'ai presque 235 mégapascales pour le S235, 275 pour le S275 et à peu près 353 mégapascales pour la plaque avec de l'acier S355, pardon. Donc, il est évident que dans ces zones-là, il y a une plastification qui apparaît et donc il y a une redistribution des contraintes dans la partie intermédiaire de la plaque. Donc, voilà pourquoi les contraintes ne sont plus les mêmes pour les trois plaques. Ce qu'on peut également voir, bien sûr, ce sont les déformations plastiques. Donc ici, dans type de valeur, au lieu de contrainte principale, on peut aller voir la déformation totale de base, d'abord, qui est en fait plutôt la déformation totale principale, pardon, qui est une déformation qui prend en compte à la fois la déformation plastique et la déformation élastique. Donc, on a ici une valeur de 73,4 fois 10 exposant moins 4. Donc, on a 0,73% de déformation. Et si je demande la déformation plastique, donc dans type de valeur ici, je peux aller dans déformation plastique principale. Et là, en régénérant, on peut voir qu'on a cette fois-ci 0,62 ou 63
pourcents. Donc là, c'est exclusivement la déformation plastique toute seule et qui apparaît aux extrémités, comme on peut le voir à ce niveau-là. Et on s'aperçoit que cette déformation est la plus grande pour l'acier avec la plus faible résistance, donc pour l'As 235, c'est ce dont au cas où s'attendait. On peut également voir ces résultats dans le menu contrainte 3D, évidemment. Donc ici, je peux aller également dans combinaison non linéaire NC1, déformation plastique, et je peux demander l'epsilon PL, et on a les mêmes valeurs, mais cette fois-ci dans le menu contrainte 3D. Voilà. Donc, pour résumer ce premier exemple, je vais revenir à mon PowerPoint. Donc, nous avons créé trois voiles identiques avec le même chargement, les mêmes conditions limites, les mêmes épaisseurs, sauf qu'on a utilisé trois matériaux plastiques différents. Donc, on a utilisé le critère de von Mises avec un comportement élastoplastique sans écrouissage et on a appliqué donc ce critère-là dans nos calculs non linéaires après avoir créé une combinaison non linéaire et on a obtenu ces valeurs-là pour les contraintes élastiques. Donc, pour le calcul linéaire d'abord, on a pu obtenir des valeurs identiques pour les trois plaques, ce qui est normal vu que c'est un calcul élastique. Ensuite, en appliquant la combinaison non linéaire, on voit maintenant qu'on obtient des valeurs proches des limites élastiques au niveau des trois plaques et on a une redistribution des contraintes le long de la plaque. Et finalement, on peut voir les déformations totales qui sont composées de la déformation élastique plus plastique avec une concentration des déformations aux appuis, aux extrémités, qui sont le plus grandes pour le matériau le plus faible. Et on voit également les déformations plastiques pour lesquelles on a une valeur de 0,62 ou 63% qui est inférieure aux 5% admissible, ce qui est donc OK. On va maintenant passer à l'exemple suivant qui consiste en une poutre sur trois appuis. Et pour cet exemple-là, en fait, j'ai dû créer ces poutres avec des éléments plaques. Parce que comme mentionné précédemment, la plasticité générale n'est pas encore applicable dans CIE pour les éléments barres. J'ai donc ici représenté chaque partie d'une section par une plaque, comme vous le voir ici, c'est bien une dalle de S235 avec une épaisseur de 10,7 mm. Et donc, bien sûr, dans les paramètres du projet et dans les fonctionnalités, nous avons activé la fonctionnalité non-linéarité et la plasticité générale. Au niveau du matériau, je peux ici filtrer et ne prendre que le matériau utilisé. On a du S235 avec un comportement élastoplastique isotrope von Mises et le type d'introduction est élastoplastique. Et pour la limite élastique, j'ai divisé la vraie limite de 235 mégapascales par gamma M0, qui est égal à 1,1. C'est pour ça qu'on a obtenu 213,6 mégapascales. Et donc, pour ce projet-là, j'avais créé des appuis donc aux extrémités de la poutre et au niveau intermédiaire. Et au niveau du chargement, j'avais appliqué un chargement surfacique sur la semelle supérieure. Le calcul est déjà fait et au niveau des combinaisons, on a également une combinaison non linéaire pour laquelle il y a le cas de charge LC2 que je viens de vous montrer multiplié par 1. Et donc, au niveau des résultats, je peux aller d'abord voir les contraintes 2D. Et si on les regarde pour le cas de charge LC2 tout seul, je vais demander la contrainte équivalente sigma E. On voit qu'on a une valeur maximale de 358 mégapascales qui se trouve ici. Donc, on dépasse la limite élastique théorique que nous avions définie tout à l'heure. Donc, en fait, pour pouvoir appliquer la plasticité, on a dû lancer le calcul non linéaire et on peut voir les résultats de la combinaison non linéaire CN1, si je régénère. Là, on va voir que la contrainte maximale est bien 213,6, qui est la limite élastique, et on a une concentration de cette contrainte, comme on voit ici en rouge, autour de l'appui, et on a donc une redistribution des contraintes ailleurs. On peut également, bien sûr, aller dans les contraintes 3D et aller voir ce que ça donne au niveau des déformations plastiques, ici. Je vais régénérer, et on voit ici qu'on a une déformée maximale de 1,4% qui est concentrée ici
au-dessus de l'appui, ce qui est également euh, admissible. Voilà. Donc, je vais revenir au PowerPoint pour résumer un petit peu ce que nous avons fait ici. Donc, nous avons créé une poutre à l'aide d'éléments plaques d'anciens ingénieurs, et c'est une poutre à 3 appuis. Et on a donc activé la fonctionnalité plasticité générale. Nous avons créé un matériau plastique avec le critère de von Mises sans écrouissage. Et nous avons donc lancé un calcul non linéaire. Et pour le calcul des contraintes, on a pu avoir une concentration de contraintes plastiques autour de l'appui. Donc, on a atteint la valeur limite de 213,6 mégapascal. Et si on regarde la déformation plastique, elle était de 1,4% et donc elle est inférieure à 5%, ce qui est OK. Le troisième exemple que j'aimerais vous montrer, c'est un exemple de réalisation d'un pied de poteau. À nouveau, pour cet exemple-là, on a créé des éléments plaques, donc je vais vous montrer également en direct dans C-Engineer. Donc nous avons créé des éléments plaques, comme vous le voyez ici. Pour le poteau en lui-même, j'ai utilisé du matériau S200, S355 et pour la platine, on a utilisé du S265. Pour tous ces matériaux-là, donc le S235 plutôt utilisé ici, pour le S275, c'est l'astoplastique, pareil que pour le S355 avec le critère de von Mises à nouveau. Et donc, les autres données du projet, on a également appliqué un appui surfacique sur la platine d'Abou pour représenter le contact avec le sol. Et j'ai également mis des appuis ponctuels avec une non-linéarité. C'est qu'en fait, ces appuis travaillent en traction seule, pardon, et ils sont rigides en traction seule dans la direction Z. Donc, c'est un autre type de non-linéarité qui est compatible avec la plasticité. Au niveau du chargement, ici, j'ai appliqué un chargement surfacique en tête du poteau. Donc, j'ai appliqué un chargement vertical et également un chargement horizontal pour qu'on puisse simuler un moment appliqué au niveau du poteau. Donc, pour ce projet-là, j'avais également créé une combinaison non linéaire qui multiplie le cas de charge élémentaire par 1. Et on peut aller voir les résultats qui sont déjà disponibles. Donc, commençons comme d'habitude par la contrainte 2D. Donc, pour le cas de charge LC2, si je demande sigma E, on va voir qu'on atteint de très grandes valeurs de compression, de contrainte, pardon, de 797 mégapascal et on peut voir les concentrations ici en pied de poteau. Si par contre, je choisis la combinaison non linéaire, donc la combinaison NC2, et que je régénère, là, on va voir qu'on s'approche des 345 mégapascal théoriques de donc la limite élastique du matériau S355. Et donc, on peut aller vérifier dans les contraintes 3D la déformation plastique obtenue. Donc, je peux aller ici dans déformation plastique pour la combinaison NC2. Si je la demande pour tout le projet, on peut voir que c'est assez difficile de identifier la zone plastifiée, mais on peut quand même la voir un petit peu. À noter que j'ai également coché l'option structure déformée, comme ça on a une idée de la déformation du poteau et de la platine également. Et si je veux voir la déformer que sur le poteau, je peux le sélectionner, mettre actuel, et là en régénérant, on voit un peu mieux la concentration de la déformation plastique en pied de poteau. Donc à nouveau, pour résumer ce qui a été fait, nous avons créé un pied de poteau en modélisant des plaques. Donc, on a créé des plaques pour les 3 parties de la section en I du poteau et une platine en bas du poteau. Nous avons également appliqué un appui surfacique sur la platine et des appuis linéiques, ponctuels avec un comportement rigide en traction seule dans la direction Z verticale. Les matériaux sont des matériaux plastiques avec un critère élastoplastique de von Mises. Donc, que ce soit le S355 du poteau ou le S275 de la platine. On a pu lancer un calcul linéaire et non linéaire. Pour le calcul non linéaire, on a les contraintes élastiques qui atteignent 797 mégapascal, alors que si on lance le calcul non linéaire, on peut voir
qu'on atteint la plasticité, donc les 345 mégapascales, qui était la limite élastique du matériau S355 du poteau. Et en regardant les déformations plastiques, on peut voir qu'on a une valeur maximale de 0,05% qui est inférieure au 5% admissible, ce qui est donc OK. Et le dernier exemple que j'aimerais vous montrer aujourd'hui est un assemblage poteau-poutre. Donc ça peut être assez intéressant, si vous voulez aller dans les détails d'une modélisation d'un assemblage, d'essayer de reproduire les éléments en éléments plaques d'Ancien Engineer. Donc ce qui a été fait ici, c'est que nous avons modélisé un poteau avec des éléments plaques, pareil pour la poutre, et on a créé une platine d'about pour connecter ces deux éléments-là. Ce qui a également été fait, c'était la création de boulons, comme on peut le voir ici, qui ont été créés avec des sections circulaires pleines, qu'on peut voir à ce niveau-là, avec un matériau spécifique pour la classe 8.8 de boulons qui est utilisé. Et donc ici, on a un diamètre de 14 mm utilisé pour ces boulons. Si j'affiche un petit peu les surfaces, ici, vous pouvez voir donc bien sûr comment la platine va joindre la semelle du poteau à la poutre. Et bien sûr, au niveau de la platine, pour qu'on puisse placer les boulons, on a créé des ouvertures circulaires dans la platine et dans la semelle du poteau. Et une dernière chose que nous avions modélisée ici, ce sont des petits éléments fictifs, des petites barres avec des rigidités très grandes et en fait un comportement non linéaire en compression seule ici. Et donc, pour ces petites barres, nous avons créé un matériau fictif qu'on peut voir ici, pour lequel la masse volumique est très faible pour qu'on essaie de réduire au maximum l'impact sur l'analyse. Donc, ces petits éléments assurent le comportement, le contact entre la platine et la semelle du poteau. Et bien sûr, nous avons appliqué ici un chargement au niveau de la poutre. Je vais plutôt vous le montrer sans les volumes. Ce chargement appliqué à l'extrémité de la poutre permet de simuler un effort tranchant vers le bas et un moment qui sera appliqué au niveau de l'assemblage. Et on a donc bien sûr créé une combinaison non linéaire, plutôt deux dans ce cas-là. Une première combinaison linéaire pour laquelle le cas de charge est multiplié par 1, ce qui équivaut à un moment de 1 Nm au niveau de l'assemblage, et une autre combinaison avec un coefficient de 35 qui va donc nous donner un moment de 35 Nm au niveau de l'assemblage. Et bien sûr, dans les paramètres du projet, on avait activé la non-linéarité, la plasticité générale et bien sûr les non-linéarités des barres pour qu'on puisse faire travailler les petites barres montrées précédemment en compression seule. Et donc, pour ce projet, on avait bien sûr déjà lancé le calcul linéaire et non linéaire. Je vais aller vous montrer donc les résultats. Commençons par les contraintes. Donc, pour le premier cas, donc la combinaison où le coefficient est égal à 1, si je régénère, on a une contrainte maximale de 16,2 mégapascales au niveau de la semelle supérieure de la poutre et du contact donc avec la platine. Si maintenant je passe au NC2, qui est avec un coefficient de 35, cette fois-ci, on voit bien que la plastification est atteinte, donc on a une limite élastique de 235 mégapascales qui est atteinte à ce niveau-là et dans l'âme du poteau également. On peut bien sûr également aller dans la partie contrainte 3D pour aller voir les déformations plastiques. Si on choisit NC1, on ne verra rien, donc il n'y avait pas encore de déformation plastique pour ce cas-là, mais pour NC2 avec 35 Nm, ici, on va voir la concentration de la déformée plastique au niveau du contact entre la semelle de la poutre, la semelle supérieure et la platine, et dans l'âme du poteau. Et donc la valeur maximale est de 1,25%, qui reste une valeur admissible. Donc pour conclure cet exemple-là, je vais revenir au PowerPoint pour le résumer. Donc il s'agit d'un assemblage poteau-poutre représenté par des éléments surfaciques. Nous avons utilisé pour ces platines-là, pour ces éléments-là surfaciques, un matériau S235 élastoplastique avec le critère de von Mises.
avec un type d'introduction élastoplastique sans écrouissage, une valeur limite, une limite d'élasticité de 235 mégapascales. Nous avons également créé donc pour ces éléments-là des petites plaques d'épaisseur 12 mm. Et puis, pour représenter les ouvertures pour l'introduction des boulons, nous avons utilisé la fonctionnalité ouverture sur un élément 2D pour les créer au niveau de la platine et de la semelle du poteau. Et on a ajouté des petites barres fictives qui travaillent en compression seule, pour lesquelles nous avons utilisé un matériau qui a une grande rigidité et une faible masse volumique pour réduire l'impact de ces éléments-là au niveau de l'analyse. Mais ces barres-là donc assurent un comportement avec du contact entre la platine et la semelle du poteau. Et pour les boulons en eux-mêmes, on a créé de petites barres avec une section pleine circulaire de diamètre 14 mm et avec un matériau de classe 8.8. Et une chose que j'avais également un petit peu oublié de mentionner tout à l'heure, pour assurer la liaison entre ces boulons et les platines, nous avons créé ce qu'on appelle des bras rigides. Donc, c'est une sorte de connexion fictive qui peuvent être assimilées à des barres infiniment rigides qui permettent de connecter deux éléments. En l'occurrence, on a ici pu connecter les petites barres aux platines. Et donc, au niveau du calcul en lui-même, si on regarde les contraintes élastiques obtenues pour la combinaison qui donne 1 Nm, nous avons des valeurs, plutôt si on regarde le calcul linéaire pour 35 Nm, on a une valeur maximale de 505 mégapascales qui apparaît. Mais pour la même combinaison de 35 Nm, si on applique le calcul non linéaire, on voit qu'on atteint la limite élastique et la contrainte maximale est maintenant de 235 mégapascales. Et on va voir que la déformation plastique est donc de 1,28% au maximum. Elle est donc inférieure aux 5% admissibles. Je vais donc juste revenir un instant dans SIA parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous montrer que pour les combinaisons linéaires équivalentes, donc j'avais également créé des combinaisons linéaires qui donnent 1 Nm et 35. Si je demande les contraintes 3D ou les contraintes d'abord 2D pour ces combinaisons linéaires, pour 1 Nm, nous avons 14,4 mégapascales et pour 35 Newton, nous avions 505 mégapascales comme on l'a vu tout à l'heure dans le PowerPoint. Donc, pour conclure, nous avons vu aujourd'hui que la plasticité générale dans C Ingénieur est applicable pour tous les types de surfaces, mais elle n'est pas encore applicable pour les éléments de base. Nous avons mentionné les 4 critères de plasticité qui sont disponibles dans C Ingénieur et nous avons montré plus précisément le critère de von Mises à travers quelques exemples. Donc, pour ces exemples-là, nous avons montré comment on applique la plasticité générale dans C Ingénieur, quels paramètres doivent être adaptés dans les propriétés des matériaux et qu'il fallait lancer une analyse non linéaire pour qu'on puisse appliquer ce type de comportement. Et il faut faire attention qu'il n'y a pas de limite de déformation dans un calcul plastique. Donc, il faut que l'utilisateur lui-même vérifie que la déformation plastique obtenue ne dépasse pas les 5% admissibles sur nos euros. Donc, je vais maintenant vérifier s'il y a des questions dans le chat. Donc, il y en avait une sur plus de détails sur la définition par rapport aux Eurocode 3 pour les combinaisons non linéaires. Monsieur Fares, si vous pouvez peut-être préciser plus votre question. Est-ce que c'est la définition des combinaisons par rapport aux combinaisons classiques? Je pense que je comprends un peu plus. En fait, dans C Ingénieur, les enveloppes ELU et ALS sont créées automatiquement, bien sûr. Pour les combinaisons non linéaires, il faut qu'on les crée nous-mêmes, mais que ce soit pour le calcul plastique ou le calcul élastique qui est réalisé d'une manière habituelle dans SIA, il faut que l'utilisateur crée ces combinaisons non linéaires, mais il y a quelques outils qui peuvent vous aider. Il y a bien sûr la possibilité de transformer toutes les combinaisons linéaires en combinaisons non linéaires, ou bien vous pouvez transformer les combinaisons linéaires les plus critiques
en combinaison non linéaire. Donc, ces sujets-là sont abordés lors des formations sur C-Engineer et dans d'autres manuels. Et si vous voulez plus de précision, vous pourrez toujours revenir vers nous au support. On pourra vous en dire un peu plus. Et après, au niveau de la poutre, vérification du flambement, LTB, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout type de vérification aux eurocodes dans SIA n'est applicable que pour les éléments barres en eux-mêmes. Donc, c'est vrai que si vous lancez un calcul plastique avec des platines, il va falloir faire le contrôle manuellement derrière. Donc, ce n'est pas tout de suite disponible dans C-Engineer, c'est applicable que pour les éléments barres. Euh, les déformations plastiques, par rapport aux unités de déformation plastique, comme mentionné tout à l'heure, c'est donné comme une valeur multipliée par 10 exposant moins 4. Donc, si vous multipliez par 100, vous obtenez la valeur en termes de pourcentage de déformé. Donc, voilà, il faut juste multiplier la valeur par 100 et vous aurez la valeur en pourcentage de déformé. Donc, voilà. Et dans quel cas on prend l'écrouissage ou pas. En fait, ça c'est aussi, ça revient à l'utilisateur de le faire. Donc pour une représentation plus réaliste, il faudrait plutôt utiliser l'écrouissage, ce qui est le comportement plus réaliste. Mais si vous n'avez pas ces données-là pour le matériau, vous n'avez que la limite élastique, vous pouvez vous permettre de ne garder que le comportement sans écrouissage. Est-ce qu'il faut faire un calcul de stabilité combiné analyse plastique? Effectivement, oui. Il faudrait également réaliser un calcul de stabilité pour obtenir les différents alpha critiques, etc., pour vérifier aussi que voilà la structure est stable. Mais donc à noter ici que dans l'analyse plastique dans SIA, on se concentre vraiment sur des platines, sur des éléments spécifiques. On ne va pas forcément réaliser un calcul de la stabilité globale de la structure, comme pour les exemples qu'on a vus tout à l'heure. Donc, ce sera plus une stabilité locale qui sera vérifiée ainsi. Voilà. Donc, je pense avoir répondu à toutes les questions. Donc, Euh, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous au support. Vous pouvez toujours nous appeler ou envoyer un email comme d'habitude. Merci pour votre attention et peut-être à bientôt au support pour un prochain webinaire. Au revoir tout le monde et bonne fin de journée.